Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'entretien aujourd'hui Abdelrazak Hamouda, universitaire à Paris 10. Abdelrazak, bonjour. Bonjour. C'est pas à ton statut d'universitaire qu'on a affaire aujourd'hui, tu es le fils du colonel Houess, le fils l'un des deux garçons. La famille, c'est deux garçons et deux filles vivantes, et une décédée. Alors, nous avons, il y a eu la semaine dernière la commémoration du 60e anniversaire de l'Istishhad du colonel Houess et du colonel Amir Roche à Bou Saada, le 29 mars 1959. Il y a donc 60 ans. Et cet événement a été commémoré à Mchounch, dans votre fief familial, donc le 29. Comment ça s'est passé? Généralement, il y a deux commémorations. Une à Msila, là où ils sont morts, et à Mchounch. Ça s'est très bien passé. En fait, c'est une commémoration qui se fait chaque année. Donc dans notre ancienne maison qui a été cédée au ministère des anciens Moudjahidines et qui est devenue le musée qui porte le nom de Sil Houess. Donc ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas d'autorité comme d'habitude. Est-ce que c'est dû au contexte révolutionnaire? Je pense en partie, parce que le ministère n'est pas venu puisque il n'existait pas de gouvernement. Oui. Et puis non, le reste, il y avait. Le Walid d'habitude vient. Le Walid Batma. Oui, mais là il n'était pas venu. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a été pris il y avait son représentant qui était le secrétaire général de la wilaya. Pour un 60e anniversaire, c'est quand même. Oui, parce que vu les années passées où ils sont là, les ministres. Donc peut-être que le contexte a joué. Peut-être, j'en sais rien. D'accord. Sinon, qui sont les personnes qui viennent aux commémorations de ce type-là, en particulier à celle du 60e anniversaire? C'est les anciens compagnons, il en reste des compagnons de Sil Houess? Alors, globalement, c'est ça. Ce sont des gens, c'est les anciens Moudjahidines globalement de la Wilaya 6. Donc, ils viennent de Bou Saada, de Msila, de Jelfa, de Biskra, évidemment, de tous les environs. Et puis, il y a les gens des Ores, soit de Tkout, de Batna, d'Aris, qui sont aussi en partie des anciens compagnons, puisqu'il a commencé en fait dans les Ores, quoi. Oui. Et c'est bien sûr, comme tu dis, de moins en moins, il y a des anciens compagnons. Donc, mais là, il y avait des gens qui ont raconté des faits que j'ai retrouvés dans les archives. C'est-à-dire quelqu'un qui a raconté comment il était avec lui en Tunisie, comment ils sont revenus en 57. Et j'ai confirmé ces dires par un interrogatoire de quelqu'un qui a dû être pris par l'armée française et qui confirmait les dires de cet ancien moudjahid qui est originaire de comment ça s'appelle, de la tribu d'Oulad Frah, qui est à côté de Biskra. Donc on apprend qu'à ces occasions-là, à ces commémorations-là, on peut encore recueillir des bribes d'histoire, parce que spontanément des gens vont raconter quelque chose. Oui, et j'oublie son nom malheureusement, mais qui a raconté plusieurs faits, comment il l'a rencontré à différents moments, et il a raconté en tout cas cette histoire que j'ai retrouvée dans un PV d'interrogatoire d'un ancien Moujahid qui a dû être pris dans une embuscade. Oui. Les gens ne le savent pas beaucoup, mais la Wilaya 6, c'est un peu entre guillemets une invention de la Wilaya 1. C'est parti des Ores, l'organisation du sud de l'Algérie. Voilà. Au début, c'était c'est la partie du Sahara dépendant de la Wilaya 1. Donc, dont les dirigeants sont... Qui va très loin, qui va à Biskra, Tougourt, ça continue vers le sud, tout ce qui est sud-est. Oui, mais après, en fait, elle n'existait pas, elle existait officiellement sur le papier à partir du congrès de la Soumam. Avant, elle n'existait pas en tant que wilaya, mais même après le congrès de la Soumam, c'était simplement sur le papier.
C'est-à-dire la wilaya 6, c'est à l'arrivée, comme le racontent tous les commandants, les compagnons de Silhouès, qui racontent qu'en fait, elle n'existait qu'à partir de l'arrivée de Silhouès. Qui l'a structuré. Et dans un témoignage de Omar Driss, non, pas de Omar Driss, de Omar Skhri, qui était un des commandants, et qui raconte qu'en fait, cette wilaya a continué après sa mort grâce à l'organisation qu'il a installée. C'est-à-dire, c'est une organisation qui a permis la continuité jusqu'en 62, sans qu'il y ait dislocation. De la ville. Donc, on a le sentiment quand même que cette ville-là a été préservée quand on pense aux luttes qui a pu se passer dans la wilaya 1 déjà, dans les Aurès, ou d'autres wilayas, les conflits qu'il y a pu y avoir. La wilaya 6 est restée préservée de tout cela. Oui, oui, très très peu. Je pense que ça doit être. Le plus gros problème de la wilaya 6, c'était Belounis. Oui, c'était l'élimination du milice messaliste qui était quasiment parfois passé à l'ennemi. Voilà. Qui passait à l'ennemi et puis qui a été tué par l'ennemi parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait il jouait pour lui. Il jouait pour lui, c'est pour ça que j'ai dit parfois. Oui. Alors, est-ce que dans le sud, la wilaya 6, c'est bon, ça part du sud des Aurès, et il y a quand même une cosmologie qu'on retrouve partout du sud des Aurès. D'abord le décor qui est très escarpé, qui est assez rude, mais en même temps magnifique. Et pour ne penser qu'au défilé et au canyon de Oued El Abiod qui passe par Mchounesh, oui. Donc notamment dans les balcons de l'Roufi. Oui. C'est un peu le fief et le théâtre de la légende de l'Kahina. Ça vient d'où la résistance? Oui, plus au nord, un peu plus au nord, mais son fief n'est pas loin aussi du côté de la forêt de Beni Mlouk. Est-ce que d'où ça vient cette on va dire cette légende de la résistance des Aurès en général et du sud des Aurès en particulier? Alors, dans un des écrits comme je m'intéresse beaucoup depuis un certain nombre d'années aux archives de la guerre d'Algérie, de la colonisation, il y a comment on appelle ça? Un capitaine ou un commandant qui, dès 54, juste après le 1er novembre 54, donc le commandement lui a demandé un rapport sur cette région. Et le gars remontait jusqu'à l'ère des Romains. Donc, en montrant que c'était qu'il y a eu de la résistance, en fait, bien avant, quoi. Mais bon, je ne sais pas. En fait, il s'est avéré que, je pense que les autres régions aussi, que c'est une région qui a échappé à l'emprise de la colonisation au sens de colonisation de peuplement, parce que c'était une région pauvre. C'est-à-dire, à part la plaine un peu de Batna du côté des Nourrissen et certains coins où sont installés les religieux, il n'y a pas de grande plaine à l'intérieur des Aurès. À l'intérieur. Non. Donc c'est une région pauvre et qui a échappé à la colonisation de peuplement. C'est-à-dire que moi à Mchounesh, on n'a jamais vu les Français. C'est-à-dire le seul Français qu'on a connu, c'était l'institutrice, celle dont le mari a été tué lors du 1er novembre parce parce qu'il était à côté du caïd. En fait, il a été touché parce que c'est le caïd qui était visé. Et elle était restée vivante, hein, contrairement à la propagande colonialiste à l'époque. Et donc, elle venait à la maison. Et comme mes sœurs étaient allées à l'école, moi petit, je me rappelais, c'est la seule française, quoi, qu'on connaissait. Donc, c'est une région où, disons, les seuls gens qu'on connaissait, c'était les gendarmes qui arrivaient de temps en temps, ou bien les... Et pourtant, il y a des batailles, c'est peut-être lié, des batailles dures pour conquérir les Aurès. Le duc d'Aumale a conduit une bataille notamment à Mchounesh. 1844, oui. Il raconte comment, effectivement, il est arrivé à Mchounesh et qu'il y avait toute la population sur les montagnes qui était donc en résistance. Mais la résistance, évidemment, comme partout en Algérie, il y a eu quand même 1870. Et moi, j'ai retrouvé, toujours dans les archives, le document d'expropriation de la tribu de Beni Sluman, qui est notre tribu,
Donc la famille descend, c'est de la tribu de Bani Bousliman. Et puis il y a la fraction de Ouled Chaban dont font partie les Hamouda, Chabani et Tkouti. Et Chabani, son lien de parenté avec le Chabani qui a dirigé la wilaya, c'est ça la fin? Non, lui, les Daoumesh du sud. Non, Chabani, ce sont des gens du Tkout. Alors, pour ceux qui n'ont pas visité encore, et je les invite à le faire, le musée Sil Hawes Amchounej, on a des éléments d'histoire de comment vivait la tribu à l'époque. Parce que quand on rentre, on fait un saut dans l'histoire sur comment la frugalité, les éléments du terroir, etc. Vous avez réussi à reconstituer tout cela? En fait, on a repris ce qui était dans la maison. C'est-à-dire, il y a un métier ici, mais c'est celui de ma mère. D'accord. On n'a pas ramené d'ailleurs. Ce sont ce qui existait et ce qui appartenait à la famille. Bon, malheureusement, on a perdu au cours du temps. Alors, pour ceux qui aiment pas le tutoiement, on se tutoie, Abdelzak et moi, on a passé 5 mois de prison ensemble en 80 dans le courant dans le mouvement berbère à Al-Harrach. Et je me rappelle, tu me racontais que un de tes souvenirs des contacts avec les Français, c'était qu'il fallait prendre ta grand-mère et la sortir rapidement de la maison avant que l'armée française ne mette le feu. Ça, c'était à Tkout ou à Amchounej? Non, ça c'est pendant la guerre d'Algérie. Oui, c'est en 57. En fait, il y a eu les camps, ce qu'ils appelaient pudiquement les camps de regroupement, des camps de concentration. C'est une politique qui a été décidée par Parlange, le général Parlange, qui était de soustraire la population au FLN. En fait, ils ont essayé de faire ça au Vietnam, c'est couper, en fait, enlever l'eau aux poissons pour qu'ils puissent plus résister. Donc, il y a eu une décision d'installer des camps de regroupement, donc regrouper toute la population acquise. Ce qu'ils considèrent comme acquise, en fait, c'est la famille des gens qui sont au maquis. Et ça s'est fait à travers toute l'Algérie. Il y a une très belle thèse d'un jeune français de Toulouse qui s'appelle Fabrice Sacristy qui a fait une thèse de 1200 pages sur ces camps de regroupement à l'échelle de toute la France. Bien sûr, il y a eu d'autres. Il y a eu Cornavant qui a écrit aussi et donc, dans ce contexte, celui de Mchounej est un des premiers, je crois. Est un des premiers. Et donc, ils nous ont regroupés dans un coin qui s'appelle Meshkel et qui est à 5-10 kilomètres du centre de Mchounej, où il y avait une population. Ils ont fait sortir et ils ont installé toutes ces familles avec des barbelés, Tu as vécu dans un camp de regroupement jusqu'à l'indépendance? Non. Ça a duré 8 mois. D'accord. En 57, ça a duré 8 mois. Alors, ils nous ont vidés de nos maisons et ils ont remis d'autres qui ont été ramenés des villages avoisinants puisqu'ils ont été déclarés zone interdite. Comme Tajmout, ces gens-là ont été ramenés. Tajmout, ancien repère de la Kahina. Hein, oui, pas loin. Pas loin. Donc ils ont ramené ces gens-là. Nous, ils nous ont vidés, ils nous ont amenés dans ce camp-là. Et puis un jour, je crois que la Hélène a attaqué. Ça remonte, c'est des souvenirs d'enfance. Hein. Et la Hélène a attaqué la caserne. Et le commandant est arrivé, il nous a donné un quart d'heure pour vider les lieux et il brûlait le village, il brûlait ce camp de regroupement. Et il y a 3-4 ans, j'ai été dans ce village et j'ai retrouvé la maison où on était. Et toujours avec les poutres en palmier brûlées. J'ai des photos. L'incendie de 57. L'incendie de 57. Et il fallait sortir ta grand-mère. Voilà, mais c'est qui ne marchait pas. Oui, mais c'est pas moi, c'est ma mère. Qui l'a portée. Oui, parce que elle était paralysée, aveugle et paralysée. Donc ma mère et je me rappelle ce soldat avec la torche qui attendait que ma mère sorte, sa mère dehors avant de mettre le feu.
Donc j'étais avec ma sœur, mes deux sœurs cadettes, pas la grande qui était à Biskra, et avec mon frère. Donc on était petits. Elle a pu la sortir, je sais pas, à 1 mètre de la maison, et puis ils ont ton frère Chaban, qu'on salue à cette occasion. Chaban, on te salue, universitaire, spécialiste du solaire à l'université de Batna, et qui souvent a représenté d'ailleurs la famille dans ces commémorations, puisque toi, oui, c'est lui qui s'occupe pratiquement du musée. Du musée et du patrimoine. Et c'est pour ça que je posais cette question, parce que quand je connais un peu l'itinéraire de la famille, vous avez réussi à sauver quelques biens qui sont aujourd'hui, qu'on peut visiter quand on est un Algérien qui veut connaître un peu l'histoire des héros de la guerre de libération nationale. Oui. Qui sont disponibles, qu'on peut voir. Voilà. Oui, la maison qui a été restaurée par le ministère des Anciens Moudjahidines. Ils ont construit ici, on leur a cédé une partie de la palmeraie, ils ont construit une salle de conférence, une salle d'exposition. Non, il reste quand même de l'animation à faire, parce que bon, un musée, je pense que il ne peut pas vivre uniquement par la commémoration. Il faut qu'il soit investi par des activités d'historiens, de culturels et ainsi de suite. Malheureusement, tous les musées qui dépendent du ministère des Anciens Moudjahides sont à ce stade-là, c'est-à-dire en visitant les autres musées, il n'y a que des photos, mais il n'y a pas beaucoup d'animation. Dans ce musée-là, dans le musée de Silhouès, on est arrivé quand même, et surtout grâce au travail de Chaban et d'un de ses amis, et ils ont réussi à établir une chronologie concernant Mchounesh et les Aurès, c'est-à-dire que bon, ça commence à partir effectivement de la conquête de Mchounesh par le duc d'Aumale, et puis on a toute l'histoire de la wilaya 6, de Mchounesh, et puis on a l'itinéraire aussi des gens qui ont participé. Donc il y a toute une documentation qui permet en fait de retrouver la résistance dans cette partie. On va encore finir sur un point d'histoire rapidement avant de peut-être se connecter sur le temps d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours trouvé que la famille Hamouda, donc les descendants de Silhouès, étaient restés un peu dans la réserve par rapport aux grandes polémiques qui ont marqué l'histoire tout à fait mythique et un peu fantasmagorique de la disparition de l'Hawès et d'Amiroche. Amiroche et l'Hawès, la façon dont ils sont morts. Il y a eu ce fameux livre biographique qu'a signé le docteur Saïd Saadi sur Amiroche, et donc dans lequel on a une thèse sur la façon dont ils sont disparus. Il y a eu évidemment les corps et cette disparition des corps pendant très longtemps. C'était un choix de la famille de rester dans la discrétion, relativement quand même dans la discrétion par rapport. Je compare un petit peu avec Nordin Hamouda, qui était député RCD, qui a beaucoup communiqué sur la question, et de manière polémiste. Oui, mais comme tu dis, il y a de la fantasmagorie aussi. Mohamed Harbi, qui est donc le grand historien algérien, m'a raconté que en arrivant en 60, parce qu'il a été envoyé comme directeur de cabinet de crime à Tunis, oui. Il m'a dit cette histoire, je l'ai rencontrée là-bas à Tunis. On racontait la même histoire quand il est arrivé à Tunis. Non, je pense que il y a beaucoup de fantasmagorie, entre autres parce qu'il y a des historiens entre guillemets français qui ont écrit des choses, mais moi je fais beaucoup plus confiance aux gens qui ont participé déjà à ce combat, des gens et beaucoup ont été écrits aussi, pour dire qu'il était impossible que la France puisse intercepter les communications, et ainsi de suite. Bien sûr, parce que c'est né pourquoi ? Parce qu'il y a un différend. Il est évident qu'il y a un différend entre la résistance intérieure et le GPA, c'est-à-dire la réunion des colonels qui a établi un constat terrible, le manque d'armement, ainsi de suite. Donc les 6 colonels qui devaient se réunir, il n'y en a eu que 4. C'est la wilaya 1, Hajj al-Akhdar, c'est l'Houas, wilaya 6, Amiroche, wilaya 3, et c'est Mohamed Bouguerra. Ali Kafi n'a pas participé, et le colonel Lotfi n'a pas participé parce qu'il était très loin. Alors, bon, certains disent que Lotfi, parce que c'est quand même un proche de Boussov, et Alikfi, évidemment, c'est un proche de Mentobal, et ils leur ont plus ou moins suggéré de ne pas participer. Bon, ça reste aussi à prouver. C'est toute notre histoire. Notre histoire,
en fait, il faut qu'on l'écrive. Il faut qu'on l'écrive et qu'on cesse de fantasmer, l'histoire peut être écrite. Alors, il y a un problème, c'est au niveau des archives. C'est-à-dire que on a les archives du côté français, mais on n'a pas les archives du côté de l'État algérien. C'est-à-dire que toutes les archives de l'Aïlen sont évidemment... Et quand elles existent, les archives, elles sont ouvertes de manière sélective. Donc j'ai reçu l'historien Najib Sidi Moussa qui travaille sur les messalistes et qui nous a dit que quand il a dit qu'il travaillait sur les messalistes, les archives nationales lui ont fermé la porte. Bien sûr. Non. Alors les Aurès aujourd'hui, la relation à l'État algérien, est-ce que parce qu'on a vu que donc cette tradition de résistance entre guillemets de territoire de Siba et tout ça, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que le développement a touché finalement les Aurès? Est-ce qu'on peut Très dire peu. Très peu, il y a des villages, je me rappelle il y a pas longtemps, j'ai vu un reportage sur une femme qui vivait dans une grotte, dans les Aurès. On peut la retrouver sur YouTube. Donc le développement a très peu touché, il a touché peut-être les grandes villes comme Batna. Batna, c'est pas tout à fait les Aurès. Pour les gens, oui. les Aurès, c'est la plaine. Bon, oui, c'est le pays chaoui plat, on va dire. Non, dans le peut-être ces dernières années. Mais le développement, non, beaucoup de villages qui étaient isolés. Alors, ça reprend un peu par l'introduction du gaz dans les villages. Il y a eu ces derniers temps un début, mais longtemps les villages ont été isolés. Alors, à la différence de la Kabylie, qui est un autre territoire pauvre, qui a une histoire un peu parallèle et comparable à celle des Aurès, il n'y a pas eu de phénomène migratoire fort des Aurès vers la France. On ne connaît pas ça, vers l'Europe en général. Si. Aussi fort qu'en Kabylie? Pas aussi fort, mais il existe depuis très 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 longtemps. Alors ils sont pas dans la même région. La Kabylie c'est beaucoup plus Paris, et les Aurès en fait ils sont du côté de comment ça s'appelle le bassin du textile. J'ai oublié du côté de Dunkerque et ainsi de suite. Du côté de la vallée du Rhône. Si, il y a des... Et ça a pas retenti, parce qu'en Kabylie, il y a une partie du développement, entre guillemets, local, qui a été financé par l'argent des émigrés. Oui. On n'a pas le sentiment qu'aux Aurès, ça ait joué de la même manière. Non, je pense, non, ça n'a pas joué de la même Parce que c'est vrai que ça reste pauvre. Quand ça reste pauvre et ça reste une communauté numériquement faible par rapport à la Kabylie. Oui. La Kabylie, ça a été... il y a une densité de population. Il y a une densité. Et puis la Kabylie, c'est une vieille immigration. C'est déjà dès la Première Guerre mondiale. Oui. C'est-à-dire les Français qui étaient sur le front, ils ont été remplacés par des Vietnamiens et par des Algériens ou des Maghrébins en Afrique du Nord. Donc c'est une vieille immigration à la Kabylie. C'est pour ça que le MTLD en France était à majorité kabyle. Oui. Alors on a vu pendant les marches, c'est le cas tout le temps. Hein, les jeunes aujourd'hui marchent dans cette magnifique révolution du 22 février avec des portraits des héros de la guerre de libération nationale, et puis notamment le 29 mars dernier, il y avait les portraits de Sil Hawass et de Amir Roche. Comment tu expliques qu'on ait recours à ces figures encore aujourd'hui, et à ce moment précis d'ailleurs? Oui, alors ça m'a fait penser à un livre. Je crois que c'est de Tarotar, qui s'appelle Les martyrs reviennent demain. Il me semble que c'est revient cette semaine. Revient cette semaine, c'est ça, oui, c'est le titre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, c'est comme si ça s'est arrêté en 62. C'est-à-dire qu'on reprend. J'ai l'impression que, évidemment, c'est inconscient, c'est pas dit comme ça, mais c'est comme si cette génération, quand même, qui est très très jeune, qui n'a pas beaucoup, qui connaît pas l'histoire, elle s'est réappropriée ces héros comme étant une partie de leur destin qui s'est arrêté, qui va être repris. Alors il y a un autre mot d'ordre que j'ai vu, que vous avez dû voir, qui s'appelle Installero le peuple, qui date de 62, et ça, il faut se rappeler que ce mot d'ordre est sorti avec l'été 62. La guerre des wilayas, c'est-à-dire une première guerre civile qui allait se déclencher, et la même chose, c'est le peuple qui est intervenu. Sab'a Snin Barakat, ça veut dire que, et c'est le peuple qui a arrêté
cette guerre fratricide qui allait commencer. Dans un des épisodes a eu lieu d'ailleurs non loin de l'endroit du martyr de Sil Hawass et Amirouche dans la wilaya de Msilab Boussada. Oui. Un des accrochages entre l'armée de l'extérieur et les wilayas. Avec une centaine de morts. Attention, il n'y a pas que l'armée de l'extérieur. La guerre des wilayas, il y avait des guerres boumediennes, pour simplifier. Par exemple, état-major. Par exemple, la wilaya 1. Et les autres sont pro-GPA. Oui. Donc en fait c'est ça. D'une certaine manière, il y avait une partie de la légitimité, c'est-à-dire ceux qui considéraient qu'il fallait rester dans le cadre du gouvernement provisoire, donc une légitimité avant d'installer une constituante, et puis une espèce de putsch anti-GPA, quoi. Alors ces martyrs-là sont réappropriés par les jeunes entre guillemets révolutionnaires aujourd'hui qui aspirent à la liberté, parce que le mot d'ordre qui marche aujourd'hui c'est celui de la liberté, il y a même la chanson qui l'incarne. Mais ceux qui ont fait l'indépendance, l'édification, pour une partie d'entre eux, pas tous évidemment, on a le sentiment quand même qu'ils ont raté quelque chose. Ils ont raté quelque chose et c'était quoi en fait? C'est d'avoir oublié qu'il fallait restituer la démocratie, la liberté, c'est de s'être concentré sur un modèle autocratique trop. Est-ce qu'il y avait dans l'expérience de la guerre de libération nationale, par exemple la manière de gérer les wilayas, est-ce qu'il y avait des modèles qui auraient pu mieux servir un projet plus libre, plus ouvert après l'indépendance? Alors je connais pas l'histoire des autres wilayas, mais moi j'ai vu j'ai lu dans les archives. Alors ça c'est dans les archives évidemment de l'armée française qui ont eu des PV, parce que quand vous avez une bataille, vous avez les secrétaires ou d'autres qui sont pris, soit les archives tombent, soit je ne sais pas comment ils se sont appropriés. Mais vous avez par exemple, moi j'ai vu les archives de la wilaya 6 où vous avez le conseil. On a le conseil de la wilaya qui fonctionnait d'une manière démocratique, c'est-à-dire que il y a des PV où Sil Hawass disait il nous manque le commandant Ba'rir, c'est un des commandants du staff de la wilaya 6 qui dit on reporte dans 15 jours pour faire la réunion. Pour faire la réunion. D'accord. Mais c'est la même chose que j'ai vu pour la wilaya 3 aussi. Que Amirouche, avant de partir à Tunis, il demande l'avis de tout le conseil de la wilaya 3 et vous avez on a les signatures des gens qui disent oui, on est d'accord pour qu'ils partent. Donc il y a un fonctionnement démocratique à ce niveau-là, au niveau des wilayas. Hein. Une forme de collégialité. Une forme de collégialité, c'est-à-dire que c'est pas le colonel qui impose. Donc de ce côté-là, oui. Alors après, on peut pas extrapoler et dire ça aurait pu se dérouler comme ça. Il faut revenir au contexte, c'est-à-dire 62, une guerre terrible. On se rappelle, les gens ne se rappellent pas ce que c'est que la guerre. C'est que vous avez 3 millions d'Algériens, donc qui sont déplacés. On a ceux qui sont dans les camps dits de regroupement. Donc il y a une comment on appelle ça, une destruction de la société. Abdelrazak Hamouda, on échange beaucoup à chaque passage, à chacun de tes passages à Alger sur la production intellectuelle en Algérie, sur la littérature, etc. C'est important de rappeler d'où on vient. À la fin de la libération nationale, il y a quand même eu, j'en ai parlé, mais dans un autre style avec Rachid Boudidra ici, il y a quand même eu une tentative un peu révisionniste pour nous dire que c'était pas si mal que ça, la France coloniale. Ça a débuté en France, mais il y a eu des relais en Algérie. Bien sûr, c'est terrible ça. C'est terrible parce que ça veut dire que les gens ne connaissent pas l'histoire et ça, c'est d'une certaine manière, c'est pas de leur faute, c'est la faute aussi au gouvernement. Enfin, à tous les gouvernements. On a mythifié un peu l'histoire, on parle comme si ça apparaît abstrait pour les gens. Il faut se réapproprier cette histoire et avec tous ses versants, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est. Peut-être qu'on n'en est pas encore là, parce qu'il faut se rappeler que, par exemple, un pays comme la France que nous connaissons, vous avez des archives. Il y a des archives qui ne sont ouvertes que 120 ans après les faits. Hein, il y a 70 ans, 60 ans et tout. Donc, tant que les gens, et dans notre cas, les gens sont vivants, il y a des gens qui sont vivants, qui ont eu un comportement
à un moment donné, tout le monde peut avoir à un moment donné. Et donc, ces archives cette histoire n'est pas écrite encore. Elle n'est pas écrite et il faut commencer à l'écrire. Et il y a aussi la thèse qui dit qu'en fait, ce qui a ouvert la porte à ce révisionnisme, c'est quand même les années 90, notre guerre civile en Algérie, qui a tellement, on va dire, gâché l'image de l'indépendance et qu'on s'est mis à magnifier en retour. Enfin, ça a libéré certaines voix. Voilà. Oui, mais déjà, oui, moi je suis d'accord sur ça parce que il faut commencer déjà par les historiens français ou les politiques français qui parlaient de cette décennie noire comme étant la deuxième guerre d'Algérie. Oui. Ce n'est pas la deuxième guerre d'Algérie. C'est une guerre, on peut qualifier ça de guerre civile, mais il n'y a rien à voir avec la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est une guerre anticoloniale qui a détruit le peuple algérien. C'est-à-dire que les gens, on se rend pas compte aujourd'hui, même quand on parle de l'agriculture, pourquoi c'est pas développé l'agriculture algérienne. Il faut remonter dans le temps. C'est-à-dire remonter dans le temps déjà par le début de la colonisation. Les meilleures terres ont été spoliées, les Algériens ont été spoliés, clochardisés. Il faut se rappeler qu'il y a un tiers, je crois, de la population algérienne qui est mort, soit de faim parce qu'on leur a volé leurs terres, ou parce qu'il y a eu des représailles comme en Kabylie avec Al-Mokhrani, les Atchad au sud, encore une fois les Aurès en 1870 et ainsi de suite. Donc, et la déstructuration de notre agriculture vient en fait d'une manière beaucoup plus profonde. C'est pas une question technique. Bien sûr. C'est pas une question. Ce sont les populations, les acteurs qui ont été détruits. Donc, il y a dislocation des structures sociales, des structures solides. Et puis la guerre d'Algérie en a fait pire. C'est-à-dire les camps de regroupement. Quand vous enlevez des gens de leur champ et pendant 2 ans, 3 ans, ils sont oisifs, ils sont enfermés dans un camp. Vous avez déjà commencé à déstructurer, à détruire des structures sociales. Et donc, le révisionnisme, comme tu le dis, à partir de 90, c'est une faille qui a été trouvée. Donc, on parle de la deuxième guerre. Complètement. Qui n'a rien à voir avec la guerre d'Algérie. Complètement. Alors, ça, c'est par contre pas peut-être du révisionnisme. Il y a une partie du mouvement populaire aujourd'hui qui dit qu'il faut mettre le FLN au musée, et que cette légitimité-là, il faut qu'elle s'arrête. Bon, ça, tout le monde le dit, mais en particulier, en mettant le FLN au musée, on n'a plus rien à garder de cette partie de la légitimité. Enfin, au niveau sur la scène politique, j'imagine que oui, mais symboliquement, peut-être que c'est plus délicat. Symboliquement, c'est plus délicat, mais il faut se rappeler quand même que le FLN, contrairement à ce qui se dit même dans les historiens, de grands historiens français quand même, le FLN n'a pas dirigé la guerre d'Algérie, n'a pas dirigé la révolution. Le FLN est une création de l'ALN. Il est venu après 56, alors que l'ALN était déjà en action. Et d'ailleurs, quand on revoit les tracts ou bien les décisions des wilayas, vous avez ALN et FLN en bas. Et donc, contrairement, par exemple, au Vietnam, où c'est le Parti communiste qui préexistait et qui a dirigé les guerres, toutes les guerres, que ce soit celle contre les Français, que ce soit contre les Américains. Donc, le parti existait. En fait, le FLN n'a jamais réellement dirigé ni la guerre d'Algérie, ni le développement après. C'est-à-dire que Boumedienne s'en est servi un peu comme un lieu de propagande. Ça s'appelait l'appareil du parti d'ailleurs. Ça s'appelait, oui, du thème. Et puis il s'en est servi un peu, mais c'est la présidence qui dirigeait tout. C'est-à-dire, au niveau économique, c'est évidemment quand on regarde l'industrialisation, la fameuse industrie industrialisante de Bernice, c'est le staff de Bled Abdeslam, Liassine, Rosalie et d'autres qui ont construit. Mais c'est pas le parti. Et donc ça sera pas difficile de le mettre au musée, c'est ça? Oui, parce que en fait, les gens se sont accaparés, ils sont arrivés, mais c'est pas eux réellement qui ont dirigé aussi bien la guerre d'Algérie que bien sûr il y a un prestige. C'est-à-dire que le FLN était
quand on regarde la structuration des wilayas, moi je regarde la wilaya 6, on a un appareil judiciaire, un appareil sanitaire, le service d'espionnage et de contre-espionnage et le service propagande. Et en fait, le service propagande, c'est le FLN. D'accord. C'est pas vraiment le. Donc on n'a pas, en fait, c'est pas une direction politique. Hein? Ce n'est pas une direction politique. Non, ça n'a jamais été. C'est-à-dire que le congrès de la SOMAM a fait de telle manière à ce que chaque colonel, c'est une espèce de président de cette région. Il décide de tout. C'est lui, en fait, qui est... Et d'ailleurs, comment il s'appelle, Farhat Abbas, bien après l'indépendance, il a donné une conférence, je crois, à une chaîne française, en d'eux, il dit, en fait, c'est eux qui ont dirigé la guerre, c'est pas le GPRA. Le GPRA, il est là pour faire de la propagande extérieure, mais ce sont les colonels. Et il dit même, il y a des colonels analphabètes, mais qui ont battu la France. Oui. Ils n'ont pas fait Saint-Cyr, et ils ont battu la France. C'est le Hawass était plutôt francophone? Non, arabophone. Il était arabophone. Son écriture. En fait, je le sais, mais c'est juste pour que tu. Oui. Non, les gens ne se rendent pas compte que l'école française, c'est juste à l'indépendance, 95% des Algériens étaient analphabètes. Oui. Contrairement à la propagande française, on a construit les écoles, on a construit les routes. C'est pas vrai. C'est-à-dire que il y avait une école à Mchounesh, mais je crois que ça a commencé dans les années 50. J'ai pas la date exacte. Donc la majorité des populations étaient analphabètes. La contrepartie, c'est qu'il y a eu un développement, une alphabétisation en arabe. Et on va terminer d'un mot sur la magnifique vallée de Oued El Abiad. L'avenir de l'Algérie qui va s'ouvrir, parce qu'on est tous très optimistes sur une Algérie différente, plus ouverte sur elle-même et plus ouverte sur le monde. Il y a un vrai potentiel touristique à Mchounesh. Énorme, toute la vallée. Et ça peut se mettre en œuvre, ça. Oui, mais je pense que cette révolution, c'est la meilleure publicité. Je pense qu'à l'échelle mondiale, maintenant, il y a pas, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, et il y a plus d'appréhension d'aller en Algérie, parce qu'à l'extérieur, c'est quoi l'Algérie? C'est les islamistes et la violence, et surtout la violence. C'est-à-dire quand tu parles aux gens à l'étranger, algériens, de l'Algérie, est-ce qu'on peut encore y aller? Donc il y a cette image, et je pense que l'image qu'ont donnée les Algériens depuis un mois et demi, c'est quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que les gens se rendent compte, bon,